Merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Je suis effectivement Jonathan Dutongom, je suis docteur en géopolitique et en géostratégie du pétrole. Je suis maître assistant CAMES, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Ça c'est sur le plan académique. Sur le plan politique, je suis ancien ministre du gouvernement gabonais où j'ai siégé du 21 août 2017 au 13 juin 2019 en tant que ministre délégué tour à tour aux affaires sociales et puis à la santé. Et aujourd'hui, je suis conseiller du directeur général de la Caisse stable. Oui, je pense qu'avec le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et un de ses partisans, le ministre Charles Blé Goudé, retour annoncé le 17 juin prochain, après 10 ans d'absence relative à l'emprisonnement dont ils ont été l'objet par la Cour pénale internationale. L'analyse qu'on peut faire du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire s'inscrit sur plusieurs dimensions. La première clé de lecture qu'on peut avoir de ce retour, c'est que c'est une victoire de la part du président Gbagbo face à la justice internationale, face à la justice des vainqueurs, parce que l'opinion ivoirienne, l'opinion africaine n'a jamais compris qu'une guerre a opposé deux camps, et qu'il n'y a que les leaders d'un seul camp qui aient été emprisonnés. Lorsqu'on sait qu'une guerre, c'est deux personnes, tout au moins ce qu'ils la font, et que s'il y a condamné, les deux parties, les différents acteurs d'un camp comme de l'autre méritent donc d'être sanctionnés. Donc, le fait que seul le président Gbagbo, qui a été emprisonné avec Charles Blé Goudé, alors que le camp d'en face, il n'y a pas eu d'emprisonnement, sonne comme une victoire de la part du président Gbagbo. En même temps, son retour en Côte d'Ivoire va être, de mon point de vue, un des événements politiques majeurs de ces derniers temps en Côte d'Ivoire, nonobstant les événements tristes que nous avons vécus récemment dans ce pays, relatifs à la disparition tour à tour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du Premier ministre Ambak. Nous pouvons dire que ce retour du président Gbagbo va un peu éveiller les cœurs en Côte d'Ivoire. Ça va être un événement triomphant, ça va être peut-être du triomphalisme, mais en même temps, nous voulons attirer, s'il en était besoin, l'attention de certains partisans de Laurent Gbagbo pour que ce retour ne soit pas comme une espèce, n'est pas des relents de vengeance. Ce retour doit être un signe de réconciliation véritable entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens, parce que ce peuple a trop souffert des affres de la guerre civile depuis 2002 jusqu'en 2010. Et de ce point de vue, cette instabilité en Côte d'Ivoire doit faire place à une véritable réconciliation. Donc, nous pouvons dire d'un côté que ce sera un signe du triomphalisme de la part du président Gbagbo et de ses partisans, mais que cela ne doit pas donner lieu à une espèce d'un triomphalisme qui aurait les relents de vengeance. Il faudrait l'exploiter comme étant un signe, comme étant un acte politique de réconciliation nationale au niveau de la Côte d'Ivoire, d'un côté. De l'autre côté, nous pensons que le pouvoir d'Alassane Ouattara, avec le mandat que certains Ivoiriens, qu'une certaine opinion ivoirienne considère comme un mandat de trop, eh bien, c'est là un acte pour le président Alassane Ouattara de tendre la perche, d'ouvrir les bras, de prononcer même l'amnistie, parce que vous savez qu'il y a quand même un procès qui est pendant en Côte d'Ivoire, le procès du braquage de la BCEAO, imputé au président Gbagbo. Et de ce point de vue, je pense que le président Ouattara ferait œuvre utile en ouvrant les bras à son frère Gbagbo, en faisant en sorte que tout ce qui peut être considéré comme lourdeur sur le plan de la justice interne en Côte d'Ivoire soit rangé du côté d'une certaine amnistie générale pour repartir sur les nouvelles bases afin que ce grand pays, cher Houphouët-Boigny, ce grand éléphant en Afrique de l'Ouest, ce grand pays
disais-je, retrouve une véritable stabilité. Donc, de ce point de vue, je pense que d'un côté, les partisans du président Gbagbo doivent absolument se maîtriser, célébrer le retour du président Gbagbo, mais ne pas avoir les relents de revanche envers qui que ce soit. Et de l'autre côté, du côté du pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire, il faut considérer ce retour du président Gbagbo comme étant un acte politique qui peut donner lieu à une véritable réconciliation entre les Ivoiriens. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'entrera pas forcément dans les annales des écoles politiques, dans les annales de la science politique au sein des grandes écoles et des universités. Ce n'est pas un exemple à copier. Nous faisons face là à un double coup d'État. Toute circonvolution diplomatique gardée, je voudrais dire que lorsque l'Afrique regarde vers une démocratisation de ces régimes, il est hors de question qu'on encourage la prise de pouvoir de manière extra-constitutionnelle. Ce qui passait au Mali ces derniers temps, un coup d'État dans un autre coup d'État, n'est pas de nature à crédibiliser les pays africains. Surtout lorsqu'on sait que le Mali est à la croisée des chemins, étant donné la situation géographique de ce pays, localisé dans la zone sahélo-sahélienne, objet aujourd'hui des bandes djihadistes et du terrorisme. Avec la déstabilisation de la Libye, le Mali est la première victime collatérale de cette déstabilisation de la Libye. Et de ce point de vue, les djihadistes, les terroristes ont élu domicile dans la bande sahélo-sahélienne, notamment au niveau du nord du Mali. Et ce pays souffre depuis plusieurs années déjà, avec des coups d'État qui se succèdent et une instabilité notoire. Et nous pensons que les Occidentaux qui ont mis du point sur la ligne pour pouvoir faire en sorte que le djihadisme et le terrorisme soient enrayés, ne peuvent pas s'accommoder d'une prise de pouvoir extra-constitutionnelle par des militaires. Les militaires qui sont compétents pour déloger le chef de l'État éprouvent du mal à repousser les avancées djihadistes et les avancées terroristes. Et du coup, s'il n'y avait pas l'opération Sangaris et bien d'autres opérations militaires actionnées par les Occidentaux, je pense qu'on chercherait aujourd'hui le Mali de la carte du monde. Et de ce point de vue, je ne pense pas que cet exemple soit le meilleur aujourd'hui pour la stabilité en Afrique et surtout pour faire en sorte que la démocratie soit de mise. Ce qui vient de se passer au Mali est tout à fait regrettable, mais je pense que la communauté internationale est affaiblie par son impuissance face à l'autre coup d'État qui s'est déroulé au Tchad. On ne peut pas faire du deux poids, deux mesures au niveau des relations internationales. Autant on veut condamner le coup d'État au Mali ou les deux coups d'État au Mali, autant il fallait condamner le coup d'État au Tchad à la mort d'Idriss Déby Itno. Or, il se trouve que d'un côté, on a pensé que le coup d'État constitutionnel au Tchad était un coup d'État pas acceptable, mais qu'on a dû agréer du fait de la lutte contre le terrorisme. Si effectivement le Tchad est un bouclier contre le terrorisme en Afrique, le Mali aussi devrait être considéré comme un bouclier. On ne peut pas avoir laissé un coup d'État se dérouler tranquillement au Tchad et condamner ce qui se passe au Mali. Je pense que les militaires maliens se sont inspirés de ce qui s'est passé au Tchad pour perpétrer en fait un autre coup d'État dans un coup d'État. Et de ce point de vue, c'est la communauté internationale, c'est l'Union africaine, l'Union européenne, c'est l'Organisation des Nations Unies qui se retrouve mal à l'aise face à ces prises de pouvoir extra-constitutionnelles au niveau du Tchad et au niveau du Mali. Mais au nom de la guerre contre le terrorisme, au nom de la guerre contre le djihadisme, on a été obligé de ranger les principes démocratiques dans les oubliettes. Je pense que c'est des exemples qui ne doivent pas se répéter au nom de la stabilité de l'Afrique.
Je ne connais pas un coup d'État au Mali qui ait été contre-attaqué par le peuple malien. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un militaire prend le pouvoir au Mali, le peuple malien est toujours derrière lui. Et je pense que vous partirez de l'histoire de Modibo Keïta lorsqu'il est renversé par Moussa Traoré. Nous sommes en 1968, je pense. Moussa Traoré, lorsqu'il est renversé en 1991 par Amadou Toumani Touré ATT, à juste titre d'ailleurs, parce que Moussa Traoré n'a jamais voulu accéder à la démocratisation du Mali, et ainsi de suite. Donc, je pense que la réaction du peuple malien, du moins une partie du peuple malien, peut être considérée comme un effet de foule, où on a toujours pensé qu'à chaque fois qu'un nouveau pouvoir militaire s'installe, ben, ce pouvoir va être à même de régler les problèmes des Maliens. Or, il n'en a jamais été question, et de ce point de vue, je pense que le meilleur pouvoir qu'il soit, c'est le pouvoir qui soit élu démocratiquement par le peuple malien, et que les militaires doivent regagner des casernes. Et de ce point de vue, moi, je reste formel. La politique aux hommes politiques, le pouvoir aux civils et les militaires sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Or, ce qui pose problème, c'est l'intégrité territoriale du Mali qui est violée à chaque fois par des velléités djihadistes et terroristes, et que si les Maliens et si les militaires maliens étaient compétents, ils devraient s'affairer d'abord à défendre l'intégrité du territoire malien, notamment en repoussant les velléités djihadistes et terroristes qui écument aujourd'hui le nord du Mali. C'est ça le rôle du militaire. Donc, moi, je ne changerai pas d'avis là-dessus, et que je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps. Le même peuple qui acclame les militaires maliens aujourd'hui, c'est ce même peuple qui demain, dans 3, 4, 5, 6 mois, voyant que la situation socio-économique ne change pas, c'est ce même peuple qui va demander le départ des militaires et l'organisation de nouvelles élections. Bon, vous savez que moi je n'ai pas connu un autre président avant Omar Bongo. Je n'ai pas connu le président Léomba. Je suis né à l'époque du président Omar Bongo. Je n'ai connu que le président Omar Bongo et aujourd'hui Ali Bongo, en passant par la transition assurée par Madame Rose Francine Rogombe. Le témoignage qu'on peut faire d'Omar Bongo est fastidieux, si tant est que toutes les générations qui vivent aujourd'hui sont nées quasiment à l'époque d'Omar Bongo. Je pense que si vous prenez les 100% de la population qui vit au Gabon, au moins 75% sont nés à l'époque d'Omar Bongo. Donc, c'est fastidieux de faire un témoignage pour quelqu'un qui a marqué toute votre vie, de votre naissance jusqu'à presque maintenant. Donc, il y a 12 ans, le président Omar Bongo nous quittait. Nous pouvons avoir des souvenirs qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Mais, ceci dit, pour le respect dû à un homme politique de cette qualité, à un chef d'État de ce genre, qui a quand même marqué l'histoire, une bonne partie de l'histoire du Gabon, parce qu'il aura été au pouvoir pendant 42 ans environ. C'est pour vous dire que Omar Bongo, qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui quelqu'un qui a réussi la bataille de l'unité nationale. Le président Léomba a posé les fondements de l'État, les fondements de la République, mais le président Bongo les a renforcés par sa lutte perpétuelle pour la paix et l'unité nationale au niveau du Gabon et au niveau de l'Afrique. Donc, ceci pour dire que tout n'a pas été rose à l'époque d'Omar Bongo, tout n'a pas été fait, mais il y a aussi des bonnes choses qui ont été faites. Je puis vous dire que à l'époque d'Omar Bongo, les universités ont vu le jour, pour ne serait-ce que vous ne prêchez qu'au niveau de ma chapelle, les universités ont vu le jour, ces universités ont fonctionné, mais nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année académique 2020-2021. Aucune université au Gabon n'a ouvert les portes. Est-ce qu'à l'époque d'Omar Bongo, cela aurait pu être possible? Je ne pense pas. C'est vrai que nous avons connu l'année blanche due aux grèves en 1993-94 à l'université Omar Bongo, mais tout fonctionnait bon an, mal an. Sur le plan diplomatique, je pense que Omar Bongo a marqué son empreinte au niveau de la diplomatie. Le Gabon est
un petit pays par sa superficie et par sa démographie, mais sur le plan diplomatique, le Gabon a été un grand pays à l'époque d'Omar Bongo. La continuation se fait aujourd'hui avec Ali Bongo, mais nous voulons dire que le Gabon a été la plaque tournante de la diplomatie africaine, de la diplomatie gabonaise, à travers les médiations menées par Omar Bongo pour essayer d'éteindre les conflits qui se faisaient jour en Afrique, notamment en Afrique centrale. Je vous parle du conflit en Angola entre Jonas Savimbi de l'UNITA et Eduardo dos Santos au pouvoir. Omar Bongo a œuvré pour que l'affaire revienne en Angola, et puis l'enclave du Cabinda qui voulait se séparer de l'Angola. Omar Bongo a fait tout pour maintenir l'unité du territoire angolais, pour faire en sorte que les velléités séparatistes de l'enclave du Cabinda ne voient pas le jour. Omar Bongo a œuvré au Tchad pour amener la paix au Tchad, surtout au niveau de la guerre qui s'était déclenchée entre le Tchad et la Libye par rapport à la bande à Ouzou, et surtout la guerre entre différents Tchadiens. D'un côté, Ngoukouni Wedey, et de l'autre côté, Hissène Habré. Après Hissène Habré, il y a eu Idriss Déby. Omar Bongo a œuvré. Au Congo-Brazzaville, pendant les moments sombres de l'histoire de ce pays, entre d'un côté le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ensuite Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo a tout fait avec la guerre de 92, d'un côté les ninjas, de l'autre côté les Kokoy, avec le leader Kolela, le leader Sassou et le leader Lissouba. Omar Bongo avait tout fait pour amener la paix au Congo-Brazzaville. Et ainsi de suite, on peut compter le nombre de médiations comme ça. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il a quand même marqué de son empreinte par rapport au retour de la paix en Afrique. Les négociations pour la libération de Mandela en Afrique du Sud, Mandela lui-même l'a reconnu en arrivant au Gabon aussitôt après sa libération, le 11 février 1990. Il est arrivé au Gabon quelques temps après pour remercier le président Bongo de tout ce qu'il avait fait. Donc c'est pour vous dire que nous avons connu un grand chef d'État sur le plan international. Sur le plan intérieur, nous avons connu l'unité nationale. Tout n'a pas été parfait sur le plan du développement, mais il faut dire que c'est aussi cela l'œuvre humaine. Mais en même temps, il faut reconnaître que Omar Bongo a été un grand chef d'État, même s'il n'a pas tout réussi. Mais au moins, certaines choses ont fait en sorte que le Gabon soit connu au niveau du concert des nations. Vous m'avez interrogé en tant qu'enseignant-chercheur, géopolitologue à l'université Omar Bongo. C'est sur cet angle-là que je voudrais prononcer mon mot de fin en interpellant le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Aucune nation, aucun peuple, aucun pays ne s'est développé aujourd'hui sans la matière grise, donc sans le développement de l'intellect. Ce qui se passe au Gabon mérite que les intellectuels, que les sages, que la société civile, que la classe politique interpellent aujourd'hui le président de la République, chef de l'État. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une année universitaire s'achemine au moment où les pays de la sous-région, les pays du monde entier, le Cameroun, le Sénégal et bien d'autres pays sont à la fin de l'année académique. Mais nous ne pouvons pas comprendre, sans qu'on ait décrété officiellement une année blanche, que nous soyons rendus au mois de juin sans l'ouverture des universités du pays. L'université Omar Bongo, la plus vieille université, l'université des sciences et techniques de Massoukou, l'université des sciences de la santé, les grandes écoles, rien n'a fonctionné au Gabon. Cet état de fait a assez duré. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que le développement du Gabon dépend de la formation des élites. Et nous ne pouvons pas comprendre que les universités soient toujours fermées jusqu'à aujourd'hui. Il est temps que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se saisisse de ce dossier en interpellant son gouvernement pour que nous sachions ce que sont devenues les universités au Gabon. Les examens doivent se dérouler, notamment l'examen du baccalauréat. Il paraît que les élèves devaient commencer les épreuves sportives, ce qui n'a pas été fait. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une année scolaire sans décret, sans avoir décrété l'année blanche, il faut qu'on interpelle aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation nationale, afin qu'on donne des explications à l'opinion pourquoi les universités n'ont pas démarré. Il ne faut pas qu'on nous prenne la raison
du coronavirus, parce que le Gabon n'a pas été le seul pays à être atteint par la pandémie du Covid-19. Le Cameroun, tous les pays du monde entier ont été touchés par la pandémie. Cette raison ne sera pas suffisante pour que l'année académique au Gabon soit gelée. Il y a peut-être d'autres raisons sous-jacentes et ces raisons doivent être données au président de la République qui seul répond de son mandat vis-à-vis du peuple gabonais. Pourquoi aujourd'hui les universités au Gabon n'ont pas ouvert jusque-là leurs portes? Voilà le mot de fin sous forme d'interpellation au chef de l'État, parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, ça fait mal de constater que les jeunes Gabonais sont assis au moment où les jeunes Sénégalais, les jeunes Maliens, les jeunes Camerounais, parfois des pays les moins stables que le Gabon, au moins les années universitaires, les universités fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe réellement avec l'enseignement supérieur au Gabon? Qu'est-ce qui se passe réellement avec l'éducation nationale au Gabon? Voici les principales questions qui constituent mon mot de fin. Et ce mot de fin est une interpellation au chef de l'État pour que de l'ordre soit mis au niveau de la maison de l'éducation au Gabon. Je vous remercie.